Voilà, rebonjour à toutes et à tous. Après la magie du live différé, nous voilà tous les quatre réunis. Donc on va se représenter donc Guillaume Buours, Arthur Bernasconi, Hugo Wallon que vous avez tout à l'heure et moi-même Louis de Fels. Donc on a vu qu'il y avait déjà pas mal de premières questions. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, que ce soit à la fois macroéconomiques ou microéconomiques. Donc sur les premières questions, j'ai vu que c'était assez nombreux. On parle de l'appauvrissement de la cote française. Donc ce qui est assez vrai, c'est qu'il y a de moins en moins de belles valeurs en France. Il y a eu beaucoup d'OPA. Vous savez, c'est la beauté de la classe d'actifs micro-cap. C'est qu'aujourd'hui, les valorisations sont tellement faibles. Il y a énormément de familles, de fonds de private equity qui sont venus faire des OPA et donc sortir les valeurs de la cote. Et les récentes IPO étaient vraiment pas incroyables. Donc vous savez que nous, on ne fait pas que des micro-cap françaises. Donc notre fonds historique, c'est notre fonds micro-cap France. On a lancé maintenant, il y a plus de 5 ans, on attend vraiment les 5 ans pour le fonds micro-cap Europe. Et notamment, je vois qu'il y a une question sur micro-cap monde. Donc voilà, donc on va pouvoir faire, si vous voulez, un petit point, Arthur, sur micro-cap monde, qui est notre nouveau bébé depuis 1 an et demi, qui marche très, très bien. Oui, donc pouvez-vous nous parler de votre fonds micro-cap monde? Avec plaisir. Donc, Microcap Monde, c'est un fonds de micro-capitalisation mondial, lancé opérationnellement fin juin 2022 et que nous avons un peu incubé en interne depuis lors. La stratégie du fonds conserve l'ensemble de savoir-faire historique, que ce soit en termes de processus de gestion, de critères de stock picking et d'objectifs de performance 7% annualisés. Tout ça sur un univers de micro-capitalisation mondiale, néanmoins dans des pays développés uniquement. On le propose aujourd'hui à la commercialisation puisqu'il a bien répondu à son cahier des charges, que ce soit notamment en termes de performance et de volatilité. Depuis son lancement, le fonds est en hausse d'un peu plus de 12% pour une volatilité assez contenue à un peu plus de 6% sur un an glissant. À fin janvier, pour vous donner une idée, l'exposition géographique est environ d'un tiers en zone euro, qui est un concentré de nos convictions qu'on peut retrouver dans Microcap Europe et Microcap par ailleurs. On a une vingtaine de pourcents au Royaume-Uni, avec des sociétés de très grande qualité, mais assez décotées aujourd'hui. On a une vingtaine de pourcents au Japon, idem avec une cote faiblement valorisée, et des sociétés généralement comme on cherche, récurrentes et bien margées. Une dizaine de pourcents aux États-Unis et le reste se partage entre l'Europe, le Canada et l'Australie essentiellement. Pour nous, je laisserai peut-être lui compléter, mais c'est un fonds qui prolonge assez naturellement ce que nous faisons déjà et notre gamme actuelle, puisqu'il permet une diversification accrue, aussi bien par ses caractéristiques géographiques que monétaires, tout en s'exposant à des secteurs et des business models comparables à ce qu'on peut retrouver sur nos fonds historiques. Et si on souhaitait justement faire le lien avec la question précédente, être un peu provocateur, c'est peut-être une manière pour nous de répondre à cet appauvrissement de la cote en France et en Europe plus généralement. Ok, merci Arthur. Je vois qu'il y a d'autres questions, donc là un peu plus macro. Donc pourquoi vous avez dit la BCE ne fera rien avant la Fed? La BCE est totalement un corner et de toute façon est totalement data dependent. Vous savez, ce qui drive totalement le marché action, c'est les taux, et c'est les taux d'intérêt américains évidemment. Donc c'est vrai qu'en plus aux États-Unis ils étaient un peu en avance sur la phase. La BCE est bien plus en retard. On a plus un problème de productivité par rapport aux États-Unis. Et de toute façon, Christine Lagarde a clairement dit qu'elle n'évoquerait pas avant juin une éventuelle baisse de taux. Donc voilà, je voyais qu'il y avait une autre aussi question sur la désinflation. Donc je rappelle, la désinflation, c'est la baisse de l'inflation. Une inflation négative, c'est la déflation. Donc nous, on a un scénario de désinflation qui continue, mais comme on disait tout à l'heure, le chemin est de plus en plus compliqué. On voit qu'il y a pas mal d'indicateurs avancés qui prônent pour une réaccélération de l'inflation. Et c'est pour ça donc, que les banquiers centraux sont très prudents. On parle de juin. Mais nous, on n'écrit pas encore dans le scénario que les premières baisses de taux seront en juin, ça sera peut-être septembre, ça sera même peut-être décalé. Mais ce qui est intéressant, c'est comme on disait avec Hugo pendant la macro, c'est que vous avez vu que le marché, lui qui était totalement une corrélation inverse au taux, vous avez vu que le marché est fortement remonté. On avait les taux à 3,7 et les taux sont passés à 4,30 et pendant ce temps-là, le S&P, l'Eurostoxx 50 et d'autres indices ont fait des plus hauts historiques.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, comme on pense qu'il va y avoir une réaccélération de la croissance économique et des bénéfices par action sur les différents graphiques que Hugo vous a expliqué tout à l'heure, nous on pense que voilà, les banquiers centraux, ça va être de moins en moins important. C'est de moins en moins les banquiers centraux qui vont faire bouger le marché, même si la désinflation est plus lente que prévu. Certes, je suis assez en ligne avec ce que vous dites, mais le marché va être de plus en plus focalisé sur les bénéfices par action. Et donc, il y avait une autre question qui disait pourquoi le Russell 2000 surperforme de 10% les indices small cap européens. Donc, ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, on pense que le retard des small caps en Europe, c'est un peu la même chose que le retard pour les small caps US. C'est vrai que pour la première fois depuis une dizaine de jours, et même sur le mois de février, le Russell 2000 a performé en ligne avec les indices large cap américains, alors que c'était absolument pas le cas en Europe. Vous avez vu sur le mois de février, les indices small et micro cap sont encore en -2, alors que les indices large cap sont entre 3, plus 3 et plus 5. Donc normalement, il y a une certaine corrélation. Il y a différentes statistiques que Berenberg nous avait données aussi, c'est de dire qu'à chaque fois que le S&P avait fait un record historique, et alors que le Russell 2000, les indices small cap, étaient encore en bear market. Pourquoi ? Parce qu'on est encore 30% plus bas que les plus hauts. Chaque fois l'année d'après, l'indice des small cap américains avait progressé entre 20 et 25%. Cette statistique est assez vraie aussi pour l'Europe, donc on peut espérer que ça soit la même chose, et donc que nos fameuses valeurs small cap enfin se mettent à rattraper. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y avait d'autres comme questions. En ligne avec, pour faire le lien avec ce que Louis et Arthur viennent de dire, il y a une question sur les derniers mouvements de Microcap Europe au cours des derniers mois. Pour résumer ce que disait Louis, au cours du quatrième trimestre, avec la baisse des taux longs et les anticipations d'assouplissement des politiques monétaires, on a commencé à revenir davantage sur des sociétés dans la construction, dans l'immobilier, mais aussi un petit peu plus de valeurs nordiques qui représentent quasiment 16% du fonds à fin février. Vous verrez d'ailleurs les reportings qui devraient arriver bientôt. C'est un call qui a très bien marché sur le quatrième trimestre. Cependant, avec le rebond des taux en début d'année, avec le décalage des baisses de taux, on voit cette thématique souffrir un petit peu sur le début d'année. On reste cependant confiant sur les perspectives de ces valeurs, puisque, comme Louis le disait, c'est uniquement un décalage, l'économie va repartir et les banquiers centraux devraient baisser les taux, alors en septembre, peut-être plus tard, mais dans tous les cas, nous restons confiants sur cette thématique. Outre cela, étant donné l'attractivité des valorisations sur l'Allemagne, nous sommes aussi renforcés dans certaines valeurs telles que Bertrand, Amadeus Fireux notamment. Et nous restons toujours très confiants sur nos participations grecques qui continuent de bien performer. Outre cela, je tiens à souligner une OPA sur Microcap Europe, une OPA notable par sa prime. C'est une société nordique, Effect, qui vient d'être retirée de la cote par un fonds de private equity, comme nous en parlions précédemment, avec une prime de près de 91%, 90,8% pour être précis. Et dans les grandes lignes, le top 5 n'a quasiment pas bougé. On retrouve toujours Robertet, Ala, Gérard Perrier, Steph et Judges qui rentraient dans le top 5 récemment. Concernant les multiples, pas énormément de changements. On a un PE de 14,1 fois sur 2024 et une dette nette sur EBITDA de 0,11 fois, donc quasiment net cash. Il y avait une question aussi encore sur la valorisation des valeurs en Europe du Nord. Je pense que tu as répondu en partie. C'est vrai que les valeurs, notamment suédoises, c'est un peu comme notre Nasdaq à nous, elles ont toujours une prime de valorisation. Et c'est vrai que, comme disait Guillaume, ça avait très bien marché au T4. Donc on a pas mal de valeurs nordiques suédoises. Donc on a quelques-unes en nombre, mais comme c'est des valeurs dont le risque relatif est beaucoup plus important, c'est des valeurs on n'est limité qu'à 1%. Donc c'est vrai que nous on suit vraiment le process et c'est des très très belles valeurs. Et pour beaucoup d'entre elles, normalement, on peut espérer que le point bas en termes de bénéfices par action est derrière nous.
Donc j'espère que ça va être des valeurs, comme elles sont relativement chères, je suis assez en ligne, en tout cas plus chères que le reste du marché. On espère vraiment que les bénéfices par action vont repartir fortement à la hausse. Comme ça, on sera beaucoup plus focalisé sur la croissance des bénéfices par action plutôt que les taux d'intérêt qui en ce moment continuent d'impacter malheureusement négativement la classe d'actifs small cap. Je crois qu'il y avait une question aussi sur l'intelligence artificielle et sur les trackers. Alors clairement, les gagnants et les perdants de l'intelligence artificielle, voilà, Hugo en a parlé un peu tout à l'heure. Vous savez que nous, qui sommes spécialisés sur les small et mid cap, clairement aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une dérivée seconde, si ce n'est beaucoup plus tard. Aujourd'hui, je pense que ça fait la une des journaux, vous avez bien vu, c'est ASML, Nvidia, etc., qui en bénéficient à fond. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez structurel, mais clairement, dans les indices micro-cap, il n'y a quasiment qu'une valeur qui en bénéficie. Vous avez des valeurs comme RLX aussi, UK, que l'on aime bien. C'est vrai que c'est une thématique que l'on regarde, mais nous, on interroge beaucoup nos sociétés. Et c'est vrai que normalement, je pense qu'il y a beaucoup, ça sera une technologie qui va être utilisée très rapidement. Quand on parle avec les différentes ESN, vous savez qu'on a pas mal d'ESN en portefeuille, des Aubin, Rhône, Infotel, etc. Et la même chose dans le reste de l'Europe. Ils nous ont dit que par exemple pour l'adoption du cloud, ça avait mis quasiment 10 ans à arriver pour leurs clients. Et là, c'est en train d'arriver beaucoup plus vite. Donc on peut espérer que pendant l'intelligence artificielle, ça va aider à refaire partir le secteur en croissance. Vous avez vu que la plupart d'entre elles avaient connu un boom après le Covid. Là, ça fait déjà 3 trimestres consécutifs que la croissance a nettement ralenti. Et donc peut-être grâce à l'intelligence artificielle, on peut espérer une réaccélération de la croissance des ESN à partir du deuxième trimestre. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle fait exploser, on va dire, les méga caps. Donc c'est vrai qu'en fait, très souvent, comme Hugo montrait à un moment, vous avez vu de nouveau, vous avez montré à l'écran, la sous-performance des small caps par rapport aux large caps, que ce soit en price to book ou en PE. C'est vrai qu'on est même plus bas en relatif que 2008. Mais après, il faut relativiser. En fait, il faut arrêter de dire les small peut-être par rapport aux large caps. En fait, il faut peut-être parler des small par rapport aux méga caps. De toute façon, c'est simple, les méga caps, je pense que vous n'avez pas besoin de nous pour aller acheter du Microsoft, du Nvidia ou du SML. Vous n'avez pas forcément besoin de nous. Donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il faut retirer un peu ces valeurs-là, parce que vous pouvez très mal le faire par des trackers ou les acheter eux-mêmes. Mais si on regarde, c'est que les small caps ne sous-performent plus, on va dire, le S&P 493. Ou si vous regardez, très justement, quelqu'un parlait du Russell 2000. Le Russell 2000 a fait plus 5 en février. Je pense que le S&P 493 a fait moins de plus 5. Donc voilà, donc en gros, si on met les méga caps à part, les small caps ont arrêté de sous-performer. Mais c'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, tout sous-performe les méga caps. Savoir jusqu'à quand ça va continuer, on a un peu parlé tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est vrai que ça fait partie des indices, faut les garder. Mais donc voilà, je sais pas si ça a bien répondu à votre question sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Quel était le PE moyen du fonds microcap, tu l'as, Arthur, à peu près Et on était à 13 fois à la fin du mois. Voilà, on est à 13 fois. De toute façon, les reportings vont partir, je pense, ce soir ou demain maximum. Peut-être une remarque par rapport on nous demande souvent ces multiples de valorisation moyens. Ça fait du sens, mais dans une certaine mesure. On vous a parlé, on a remis un petit peu de risque, notamment on a remis un peu de sociétés foncières dans une certaine mesure, et les multiples brouillent totalement quand vous remettez des foncières. Vous avez des multiples bien plus élevés au niveau de l'EBITDA. Sur une foncière, on va regarder notamment les décotes sur NAV, on va moins regarder un EV sur EBITDA. Donc ces multiples moyens ont du sens vraiment dans une mesure limitée. Oui, c'est vrai qu'on nous demande très, très souvent les multiples moyens. Nous, c'est pas vraiment notre process, c'est valeur par valeur. On regarde, c'est pas parce qu'une valeur se paye 20 fois, mais s'il y a 20% de croissance de bénéfices par action, ça veut dire qu'elle a un PEG de 1, c'est pas très cher. Mais c'est vrai qu'on aime bien regarder aussi l'EV et EBITDA, qui aujourd'hui, les moyennes du fonds, c'est à peu près en ligne avec l'indice autour de 6-7 fois, alors que les multiples de private equity sont entre plus de 9. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une très très forte décote. Je
pense que les indices micro-cap sont à moins entre 9 et 10 fois le PE, contre quasiment plus de 13 pour les indices large cap, donc quasiment 30% des cotes, ce qui est du jamais vu, parce que je vous rappelle, normalement, les micro-small se payent une prime par rapport au large cap. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des très grandes tendances sur ces méga caps qui continuent, comme l'obésité avec Novo Nordisk et Eli Lilly, l'intelligence artificielle, l'électrification avec Schneider, on en avait déjà parlé, etc., etc. Donc là, il y a une question un peu plus microéconomique sur Gérard Perrier, qui est une très belle entreprise. Je vous confirme, oui, Gérard Perrier, c'est une très belle entreprise familiale que l'on aime beaucoup, qui est présente en portefeuille depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'était la famille Perrier, qui était une coprésidence avec M. Cachaputi qui est parti. Donc maintenant, M. Perrier est seul aux commandes. C'est une société qui certes a peu de levier opérationnel, mais nous, chez Gay-Lussac Gestion, on ne cherche pas la valeur qui a un énorme effet de levier opérationnel, parce que plus une valeur a un effet de levier opérationnel, plus elle sera cyclique, et donc plus elle forcément elle aura un bêta élevé. Et je vous rappelle que nous, notre process de gestion, c'est acheter des valeurs qui sont plutôt low vol, low bêta, et avoir une récurrence de performance. Et Gérard Perrier, je pense que c'est le meilleur exemple possible de la récurrence de performance. C'est une société qui, depuis 20 ans, génère du cash année après année, qui a une récurrence de performance, qui n'a jamais déçu sur ses marges, qui offre une très belle récurrence de visibilité de sa croissance, dans une niche de marché unique. Donc voilà, c'est vrai que Gérard Perrier, comme beaucoup d'autres valeurs de notre top valeur, on pourrait vous en parler, coche exactement toutes ces cases, et c'est exactement ça ce qu'on cherche à avoir, sans forcément avoir des valeurs avec un fort levier opérationnel, c'est pas tout ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, il y avait une question sur la santé animale, tu veux le faire, Hugo, là, sur les ESN santé animale? Oui, alors sur la santé animale, c'est vrai qu'on a quand même eu des sociétés, alors on pense à Vetoquinol et Virbac dans lesquelles on a investi, qui en fait ont connu une croissance, je ne vais pas dire artificielle, mais qui a largement été élevée à cause de la période du Covid. Vous savez, quand les gens étaient chez eux, beaucoup de ménages en tout cas ont adopté des animaux de compagnie, des chiens, des chats et autres, ce qui a fait gonfler les ventes de médicaments, de vaccins pour ces animaux de compagnie. Et donc en fait on a eu des effets de base sur l'année 2021 par rapport justement à 2022 et surtout au H1 2023 qui ont été très élevés. Et ce qui, en plus de ça, avec une inflation qui a été élevée au niveau des matières premières, plus un écrasement des valorisations. Donc c'est pour ça que le marché de la santé animale a été déprimé pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, on voit qu'on a un marché qui repart au niveau de sa croissance normative pour l'année 2024. Pour vous situer, c'est-à-dire que quand on échange avec le management de Vetoquinol ou Virbac, on comprend qu'on a un marché qui est en hausse, grosso modo, de manière normative, de 5% par an. Ce qu'on comprend, c'est que les sociétés dans lesquelles on investit, donc principalement Vetoquinol et Virbac, reviennent sur ces niveaux de croissance normative. Donc c'est très positif parce qu'on a bien un aplanissement des valorisations avec un marché qui repart en croissance et en plus sur des acteurs, je pense surtout à Virbac en tout cas, qui sont amenés à surperformer ce marché de la santé animale. Ce matin, on a encore une news, on a Virbac qui a réalisé une acquisition au Japon qui fait tout à fait sens pour justement accroître son maillage territorial, acquérir de la R&D, des capacités de production. Donc ça démontre bien, je pense, la confiance de ces sociétés et de ces managements dans le marché de la santé animale à venir, surtout que là on revient sur des effets de base plus positifs et donc sur des capacités à surperformer dans le temps. En plus avec des bilans sains parce que c'est deux sociétés qui sont dans le cash. Enfin, il y a une autre question sur citer des catalyseurs oui, d'un retour de la surperformance des small et micro cap. On aimerait bien savoir. Donc bon, comme vous savez, toute la place, on a toujours dit que 2024 c'était l'année des small, et puis quand tout le monde dit la même chose, ça marche pas. Hein. Vous avez bien vu, les indices micro small sont en baisse, alors que le CAC a plus 5, l'Eurostoxx plus 8. Donc c'est vrai qu'en 2 mois, ça fait assez mal. Aujourd'hui, voilà, comme je disais tout à l'heure, faut arrêter de comparer les small par rapport aux méga cap. En fait, il faut les comparer peut-être hors ces méga tendances, parce que tout ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, etc., ça peut continuer pendant longtemps. Mais voilà, je pense que le vrai catalyseur, ça va être clairement la fin du T1. Normalement, on doit marquer le point bas des IPS. Et à partir du T1, il doit y avoir une forte reprise de la croissance des IPS, que ce soit aux États-Unis
ou en Europe. Sur le graphique que vous avez montré, à un moment, ce qui est important, c'est que le pic de la croissance, vous avez plus de 70% de croissance des BPA pour les Magnifiques 7 sur le T4. Et aux États-Unis, c'était le plus bas sur le S&P 600, donc c'est l'indice small cap américain, qui était au plus bas au T4. Et normalement, il y a une accélération de la croissance du S&P, des IPS du S&P 600 depuis du début de l'année. Et à ce moment-là, vous avez des effets de base qui vont devenir de plus en plus compliqués sur les Magnifiques 7. Ça ne veut pas dire qu'elles vont attendre des croissances, c'est juste que la croissance va ralentir et celles des small cap vont accélérer. Et on pense que voilà, le croisement des chemins, ça va à partir du deuxième trimestre. Donc voilà, malheureusement, la publication du deuxième trimestre, c'est pas avant septembre. Mais ça y est, on est en mars. Dans un mois, on arrive sur le deuxième trimestre. Des effets de base beaucoup plus faciles. Je vous rappelle, il y avait beaucoup de sociétés large cap qui avaient commencé à réduire les coûts. Donc c'est les small qui en avaient pâti l'année dernière dès le deuxième trimestre. Rappelez-vous, BNP avait renvoyé pas mal d'ingénieurs chez des ESN dès le mois de mai-juin l'année dernière. Donc voilà, les effets de base vont revenir positifs. Il va y avoir une accélération de la croissance des IPS. Il manque plus que les flux qui reviennent un peu plus entrants. Ça serait une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'est le troisième mois de suite, on a des flux qui sont positifs sur la classe d'actifs, en France en tout cas, sur les fonds PEA et PEA-PME. Donc en effet, comme le disait Louis, le marché a vraiment pris conscience de cette aberration d'un point de vue valorisation relative et accélération des IPS à venir. Simplement, c'est un mouvement qui se fait progressivement. Et donc, mais c'est très positif parce qu'il ne faut pas oublier que 2022 et 2023, en dehors du mois de décembre, on était encore sur des flux qui étaient négatifs. Donc on revient enfin sur des flux positifs. Simplement, ça c'est plus progressivement que ce qu'on aurait pu attendre, notamment avec une désinflation qui prend un petit peu plus de temps que prévu. Et toute cette thématique, cette polarisation finalement des flux et des performances sur les méga-caps. Et nous avons une question sur Piscine des Joyaux. Êtes-vous toujours investi? Si oui, quel est votre scénario sur les prochaines années au vu de la difficulté du marché attendue par le management? Donc la réponse est d'abord positive, nous sommes toujours investis. Piscine a guidé sur une année 2024 qui restera encore compliquée avec une baisse du chiffre d'affaires probablement de l'ordre de 15 à 20%. Et néanmoins, nous, ça reste une des positions de notre fonds. La valorisation est encore très attractive, avec un management familial significativement intéressé au capital. Ça reste une de nos lignes qu'on connaît depuis déjà longtemps, qu'on a un petit peu allégé avec cette question de momentum. Néanmoins, elle reste présente dans nos portefeuilles aujourd'hui. Voilà, on n'a plus que 1% dans le fonds micro-cap, donc ça reste encore une petite ligne, parce que c'est vrai que le risque-rendement, le risque relatif a augmenté, donc la valeur est dans le dernier tiers, donc on ne peut pas en avoir plus de 1%. C'est vrai qu'il y avait l'AG il y a 10 jours, ils ont sorti un scénario peut-être un peu noir, voilà, en croissance de 15-20%, mais c'est vrai qu'après, c'est pas parce que le chiffre d'affaires baisse, leur EBITDA par bassin vendu, donc leur marge par bassin vendu est plutôt en progression. Donc voilà, il y a des choses à faire. La question, c'est que pour 2025, elle était prudente aussi pour l'année d'après. Mais bon, notamment en Allemagne, en France, il faudra avoir une boule de cristal pour le savoir. Sauf si il y a une concurrence par les coquistes, c'est vrai qu'ils gagnent des parts de marché. Donc c'est vrai que Piscine des Joyaux perd pas mal de parts de marché. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un problématique de commercial. Donc j'espère qu'ils vont un peu prendre ce problème à bras le corps. Mais bon, voilà, la valorisation reste extrêmement faible. C'est une société qui a quand même beaucoup de cash au bilan. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas la société qui fait le plus rêver en ce moment, mais on fait un peu le dos rond parce qu'on aime bien les sociétés familiales. Un commentaire sur Neurone, un beau principaux paris. Alors, Paris, moi j'aime pas trop le mot Paris, hein, c'est notre principal investissement. C'est vrai que, comme tout à l'heure avec Gérard Perrier, Neurone pour nous c'est une société qui coche toutes les cases et qui est 100% en ligne avec notre philosophie d'investissement, d'accompagnement des entreprises. Luc de Chamard, c'est plus de sa société qui a créé, c'est plus de 20% de croissance organique positive, une marge compris entre 9 et 11%. Une génération de free cash flow incroyable, c'est plus de 50 à 60 millions d'euros de free cash flow chaque année. Ce soir, on aura les résultats annuels avec la SPAF demain matin, rue d'Astorg. Donc voilà, c'est une société qui coche toutes les cases. Souvent, les gens n'aimaient pas trop parce qu'il y avait un tiers d'un market cap en cash, donc on disait « Ah, il y a une mauvaise allocation du capital ». Mais nous, ça nous va très bien. C'est un peu le bon sens paysan, avoir beaucoup de cash
au bilan. C'est des sociétés qui passent les crises, qui ont 70% de chiffre d'affaires récurrent, extrêmement bien gérés. Donc voilà, c'est vrai que maintenant le titre a bien progressé, donc il commence à être un peu connu. Mais voilà, comme on dit, si demain vous qui êtes nombreux investis chez nous, en achetant du Gay-Lussac, vous achetez du Neurone, vous achetez du Gérard Perrier, vous achetez ces sociétés familiales, ces pépites du terroir qui offrent de la récurrence de performance, du cash année après année. Et c'est ça dans lequel on aime être investi. J'ai en même temps un avis sur Pressia. Voilà, Pressia c'est la même chose, c'est une société ardéchoise, familiale, la famille Etchebaril, extrêmement bien gérée. Il y avait eu un petit problème de management, il y a un nouveau management qui est arrivé maintenant il y a 1 an et demi qui fait des merveilles. Le titre est remis au plus haut, mais il n'y a pas de raison que ça continue. La marge qui était avant autour de 8% devrait être maintenant structurellement au-dessus de 8%. Et une très grande récurrence de visibilité des chiffres d'affaires, de la marge, des cash flows, des relais de croissance en Inde qui marchent très très bien. Voilà, ça pareil, c'est une société que l'on aime beaucoup dans l'Ardèche, à prix bas. C'est tout ce qu'on aime chez nous, chez Gay-Lussac Gestion. Voilà. Il y a d'autres choses? Je crois qu'on a. Donc voilà, conclusion s'il n'y a pas d'autres questions. Donc bon, vous avez compris, on est relativement confiant. Pour moi, il faut mettre les méga caps de l'autre côté parce que ça peut continuer. Il ne faut pas parler de bulles parce que voilà, quand on l'a dit, les Nvidia et les SML ils vont avoir des très très fortes croissances dans les années à venir grâce à l'intelligence artificielle. Donc bon, jusqu'à quand ça peut continuer, à la limite, ça chacun pourra y répondre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le reste de la cote parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de nous pour acheter ces valeurs. Mais tout le reste devrait repartir en dynamique de croissance positive des IPS, combiné avec des valorisations extrêmement faibles. Donc voilà, à la limite, arrêtons de comparer au large cap, prenons la classe d'actifs pour ce qu'elle est, et je pense qu'on aurait, je l'espère, si les statistiques passées confirment, notamment la statistique sur Russell 2000, dont je vous ai dit tout à l'heure, qui devrait faire entre 20 et 25%, nous, on espère vraiment faire une très belle année 2024, après une année 2022-2023 où la classe d'actifs n'a pas du tout été au rendez-vous. Je vous rappelle que l'indice microcap sur 3 ans glissants, je me suis amusé à faire le travail avant-hier, il y a 58% d'écart de performance entre l'Eurostoxx et les indices microcap sur 3 ans glissants. Voilà. Donc je ne dis pas qu'on va combler le retard, mais je dis juste que aujourd'hui il y a des fenêtres de tir hyper intéressantes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, au moment, et je me répète, où la croissance des bénéfices par action devrait réaccélérer à partir du 2e trimestre. Voilà. Mais merci messieurs, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos nombreuses questions et d'avoir écouté notre conférence. Rendez-vous, je pense, un peu avant l'été pour cette prochaine conférence macroéconomique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.